Gouverner l'Empire romain, de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain de Stéphane. Dixième partie, gouverner dans l'adversité. Chapitre 1. Ordre et désordre dans les villes de l'Empire romain du IIe siècle au début du Ve siècle. Par Hélène Ménard. Les violences urbaines, manifestations sonores, violences physiques, contre un groupe ou le détenteur de l'autorité ou encore destruction matérielle semblent constituer une trame de fond de la vie collective de nombreuses cités à l'époque impériale. Elles fournissent des événements de compréhension des logiques de pouvoir à l'œuvre lors de crises politiques, socio-économiques ou religieuses. Expression paroxystique des tensions, l'émeute est qualifiée en latin de seditio ou en grec de stasis. Ces termes expriment d'abord la division de la cité, puis l'opposition aux détenteurs de l'autorité. Constitue-t-elle un mode régulier de dialogue entre les autorités, qu'elles soient locales, provinciales ou impériales, et dans ce que les sources qualifient de peuple, au sens civique ou socio-économique, ou plus péjorativement de foule? Les sources développent la vision aristocratique des manifestations populaires, mais l'accent est mis par des recherches récentes sur la culture politique du peuple et son importance croissante dans l'Antiquité tardive. Si certaines villes sont considérées comme des foyers permanents ou récurrents d'agitation, notamment Alexandrie et Antioche, Rome, mégapole impériale et ville de l'empereur, constitue l'exemple le mieux documenté et sera au centre de notre propos. Grand 1. Des troubles sporadiques sous les Antonins. Grand A. Le maintien de l'ordre, entre prévention et répression. L'idée récurrente que les troubles, tout comme une maladie ou un incendie, peuvent être plus aisément contenus s'ils sont pris à leur début, et bien sûr prévenus, incitait les autorités à mettre des mesures en place pour empêcher tout désordre. Cela commence par l'assurance du bon gouvernement. Aucun motif de mécontentement ne doit susciter quelque manifestation que ce soit. La maîtrise de l'information constituait un enjeu majeur. Les canaux par lesquels l'information arrivait étaient multiples, à commencer par les informateurs et autres délateurs. Les militaires étaient tenus de livrer des informations concernant la paix publique. Ils étaient souvent stationnés à des points stratégiques pour le maintien de l'ordre, comme les lieux de spectacle, les marchés ou encore les portes de la cité. Certains, comme les frumentaires, ont cette fonction parmi leurs attributions. Les magistrats des quartiers de Rome, ou encore les procuratores publicae, disciplinae, mentionnés à Carthage par l'évêque Augustin d'Hippone au Ve siècle, avaient sans doute un rôle tant préventif que répressif. On peut supposer qu'ils surveillaient les affichages de pamphlets qui expriment un certain mécontentement ou une opposition aux autorités. Il est possible que leur contenu ait été rapporté et conservé dans les archives de l'administration. Tout cet espace, ou moment susceptible de générer un rassemblement qu'il soit régulier, par exemple les marchés ou les spectacles, ou plus exceptionnel, était considéré comme potentiellement dangereux. Un extrait de l'inscription conservant les modalités de l'organisation à Rome des Jeux séculaires en 204 montre ce souci de prévenir tout désordre. Nous rappelons aux citoyens propriétaires, et également à ceux qui sont locataires, que l'une des nuits de ces fêtes, ils doivent assurer la protection des régions avec les patrouilles de nos soldats. Dans Corpus Inscriptionum Latinarium, Grand 6, 32 327. Les rassemblements facilitent les émotions collectives, qui peuvent entraîner des manifestations allant jusqu'à l'émeute. La vie associative restait également sous surveillance. Il est indéniable que l'utilisation politique des collèges, associations de nature diverse, à la fin de la République, avait entraîné une volonté de les contrôler au mieux. 3 corps spécialisés de création augustéenne et qu'on regroupe sous la dénomination de garnison urbaine assuraient le maintien de l'ordre à Rome. Les cohortes prétoriennes, les cohortes urbaines et les cohortes de vigiles. Toutefois, la répartition des tâches entre ces 3 types de troupes n'est pas toujours claire. Même si les urbains, sous l'autorité du préfet de la ville, veillaient à la sécurité pendant la journée, tandis que les vigiles étaient chargés de la lutte contre les incendies et sans doute de la police nocturne, seules de grandes métropoles occidentales, Lyon et Carthage, disposaient d'une cohorte dite urbaine. Outre la volonté de contrôler ces 2 villes, il s'agissait également de les honorer. Au niveau local, l'ordre public était géré par les élites au pouvoir. L'existence de magistratures ou de corps spécialisés dans le maintien de l'ordre est peu documentée. L'Irénarchie, que Cédric Balaz qualifie de magistrature municipale de police, en Asie mineure, assurait la poursuite et l'arrestation des fauteurs de troubles, en particulier des brigands. De manière plus générale, les magistrats, dans les tâches de police qui leur incombaient, disposaient d'appariteurs et d'esclaves publics, dont on connaît par exemple l'utilisation pour la surveillance de la prison municipale. Avec ou sans l'appui d'une force armée, les autorités devaient pouvoir contenir les désordres. La parole jouait alors un rôle essentiel. L'image de l'orateur ou du philosophe calmant la foule ou apaisant la sédition est bien attestée dans les sources.
L'idéal est de ne même pas avoir besoin de parler, mais par sa seule présence de montrer une réprobation telle que les désordres cessent d'eux-mêmes. Par exemple, selon Philostrate dans Vie d'Apollonios de Tyane, grand 1, 15. L'intervention des troupes était pourtant ressentie comme une nécessité quand un certain niveau de violence semblait atteint. A l'inverse, on évitait d'utiliser la force armée si la situation semblait contrôlable par les moyens habituels. Les soldats, pour réprimer des manifestations ou contenir des mouvements de foule, disposaient du bâton ou du fouet. Quand ils recouraient à leur glaive, le bilan s'avérait parfois lourd, aussi en raison de la panique et de la bousculade qui s'ensuivait. Face à l'émeute, l'efficacité prime, mais toute répression doit être justifiée sous peine d'accusation d'abus de la force publique ou de commettre un acte contraire à la justice. C'est tout aussi bien le cas pour les autorités municipales, qui doivent rendre compte au gouverneur, que pour l'empereur. Grand B, les crises sous Marc Aurèle et Commode. Dans la capitale impériale, l'inquiétude de la population face à des difficultés d'approvisionnement pouvait susciter des troubles. Antonin le Pieux de 138 à 161 pour son règne aurait ainsi été l'objet de jets de pierre de la part d'une plèbe inquiète d'une pénurie de blé. L'empereur aurait alors choisi d'informer la population, en la rassurant avec douceur, une vertu du bon empereur, plutôt que de réprimer cette manifestation. L'agitation pouvait également surgir à l'occasion de troubles politiques, en l'occurrence l'usurpation d'Avidius Cassius en Orient en 175. Une certaine panique semblait s'être emparée de la population, elle craignait des représailles de l'usurpateur vis-à-vis de la capitale et faisait porter la responsabilité de la situation aux sénateurs, qui, manifestant leur loyalisme envers Marc Aurèle, de 161 à 180, l'avaient déclaré ennemi public. L'empereur envoya un général pour protéger la ville et le peuple reçut un congière, soit une distribution exceptionnelle de denrées. Néanmoins, dans ce contexte troublé, un agitateur aurait prophétisé, entre guillemets, comme sous l'inspiration des dieux. D'après Ulpien, dans Collatio Legum, Masaecarum et Romanarum, grand 15, 2, 5. Marc Aurèle fit alors preuve de clémence, sans doute parce que l'agitation resta limitée et qu'il entendait prouver qu'il avait la situation bien en main, afin de régler ce problème d'ordre public. Ces émotions populaires restent toutefois marginales dans nos sources. Il faut attendre 190 pour trouver la mention d'une émeute d'une toute autre ampleur. Le contexte en est directement une disette, peut-être provoquée par des ennemis de Cléandre, préfet du prétoire de l'empereur Commode, de 180 à 192, ou par la spéculation frumentaire provoquée par Cléandre lui-même, dans sa recherche de popularité. D'après l'historien et sénateur Dion Cassius, la sédition débuta au jeu du cirque, sans doute lors des fêtes de Cérès, du 12 au 19 avril. Des enfants pénètrent sur la piste, menés par une jeune fille de haute stature, qu'on prit ensuite pour une divinité en raison de ce qui se produisit. Cette troupe criait des slogans hostiles à Cléandre, repris en chœur par les spectateurs. C'est donc du cirque Maxime que la foule des émeutiers partit, en direction de la résidence impériale, la villa des Quintili, sur la Via Appia. Cléandre envoya alors des cavaliers contre les manifestants. Commode, finalement mis au courant, décida de faire exécuter Cléandre et son fils. Le corps de Cléandre fut livré à la fureur de la foule et sa tête promenée au bout d'une pique dans toute la ville. Grand 2. Les désordres à Rome au IIIe-IVe siècle, d'une capitale impériale à une cité presque comme les autres. Grand A. Exacerbation des tensions et instabilité politique des Sévères, au début du IVe siècle. Jusqu'à l'assassinat de Commode, dans la nuit du 31 décembre 192 au 1er janvier 193, la succession impériale n'avait pas connu de difficultés particulières. Il n'en est plus de même en 193, année pendant laquelle le successeur de Commode, Pertinax, subit le même sort. Se déclarèrent alors prétendants au pouvoir Didius Iulianus, Praesinius Niger, Septime Sévère et enfin Claudius Albinus. Dans cette période difficile, le peuple de Rome intervint, sans grande efficacité, pour affirmer sa désaffection ou son attachement à chacun des candidats, par des manifestations sonores dans les lieux de spectacle, surtout au cirque Maxime. Une fois au pouvoir, Septime Sévère de 193 à 211 réorganise la garnison urbaine, qui passa d'environ 10 500 à 30 000 hommes, avec un rôle accru des equites singulares, de la garde impériale montée. Pour la première fois sur le sol italien, un camp légionnaire permanent est installé à Albano, près de la capitale, et reçoit la 2e légion partique. Par ailleurs, le renforcement des pouvoirs des préfets de la ville est attesté par la monographie du juriste Ulpien sur l'office du préfet de la ville, rédigée entre 213 et 217. Il commence par définir son champ d'intervention de façon très large,
avec la répression de tous les crimes à Rome et en Italie. La police des spectacles dépend également de lui. Il convient que la tranquillité du peuple et la discipline lors des spectacles soient assurées par le préfet de la ville, et assurément, il doit faire stationner des soldats pour surveiller la tranquillité du peuple et lui rapporter ce qui se passe. Citation de Digesté, Grand 1, 12. Il a la haute main sur les collèges illicites. Il peut interdire la présence dans Rome de certaines catégories, acteurs, magiciens et autres prophètes. La préfecture des vigiles s'affirme comme le deuxième pôle de la surveillance de la ville, comme le documente une inscription de 223 dans le Corpus Inscriptum Latinarum, Grand 6, 30 963, dans laquelle les magistrats de quartier apparaissent subordonnés au préfet des vigiles et chargés de faire des rondes de nuit. Les réactions populaires à la sédition de Geta, assassiné par son frère aîné Caracalla de 211 à 217 pour les dates de son règne, le 26 décembre 211, constituent un premier épisode des troubles opposant les soldats prétoriens aux cohortes urbaines, alliées à la population romaine. La répression toucha de très nombreux partisans de Geta, et non des moindres. Papinien, juriste et préfet du prétoire, est à compter au nombre des victimes. Le préfet de la ville, Lucius Fabius Silo, un pilier du régime sévérin, sans doute apprécié et respecté par la population romaine, fut alors malmené, ce qui suscita l'intervention de soldats urbains ainsi que d'une partie de la population. L'empereur dut alors intervenir pour empêcher la situation de dégénérer. Parallèlement, les manifestations d'opposition à la politique suivie par Caracalla semblent fréquentes au cirque. L'élimination d'Elagabal, de 218 à 222 pour le rappel des années de son règne, le 11 mars 222, représente un autre moment de violence. Le défoulement semble avoir été assez général. L'empereur et sa mère furent tués par les soldats. Le cadavre d'Elagabal, traîné avec un croc dans les rues de Rome et le cirque, fut finalement jeté dans le Tibre, de façon à être privé de sépulture. En 223, ce fut au tour d'Ulpien, préfet du prétoire de Sévère Alexandre de 222 à 235, d'être assassiné par les prétoriens. Les troubles opposèrent ces derniers au peuple de Rome. L'exacerbation des tensions entre les civils et les militaires semble réelle, et cela marque une étape vers les troubles de 238 qui prirent une autre dimension. À l'annonce du soulèvement africain, autour des Gordiens, puis de la mort de Maximin le Thrace de 235 à 238, Rome semble plongée dans une quasi-anarchie. L'historien Hérodien, Grand 7, 1-4, parle même d'actes de guerre civile, avec le déchaînement d'une violence aveugle. Le préfet de la ville, Sabinus, fut même tué à coups de bâton. La pression populaire imposa Gordien III, de 238 à 244, aux nouveaux empereurs voulus par le Sénat, qui devaient être Pupien et Baldin. Il fallut que ce dernier le présente à la foule pour que s'arrêtent les sanglants affrontements entre la population et les prétoriens, d'abord assiégés dans leur camp, puis harcelés dans les rues d'une ville qu'ils incendièrent en partie. S'il est fait mention de violences populaires à la mort de Galien, en septembre de 268, 260 à 268 pour rappel des années de son règne, c'est sous Aurélien, de 270 à 275, que se produisit un autre épisode remarquable, la révolte des monétaires, vraisemblablement due à une manipulation frauduleuse de la monnaie par ceux qui étaient chargés de la fabriquer. Ces monétaires révoltés, peut-être soutenus par les clients de sénateurs opposés à l'empereur, affrontèrent les troupes envoyées pour les réprimer. Aurelius Victor, dans César 35-6, évoque un bilan de 7000 soldats tués. Cela contribua à la réputation de cruauté de cet empereur. Grand B, préfet de la ville et des ordres urbains, de Constantin à Honorius. En 312, après la prise de Rome par Constantin et l'élimination de Maxence, qui avait pris le pouvoir en 306, les cohortes prétoriennes furent dissoutes et l'administration urbaine réorganisée. L'empereur ne vint plus que rarement à Rome et, désormais, le préfet de la ville, dont le rôle n'avait cessé de croître, devint l'interlocuteur privilégié du peuple de Rome. La ville a perdu sa prééminence politique au profit de grandes capitales provinciales, ou de cités plus modestes qui, à l'occasion, sont le théâtre d'usurpations ou de mouvements populaires. L'histoire écrite par Ammien Marcellin constitue une source essentielle sur les désordres qui agitèrent Rome entre 353 et 378. L'historien n'évoque les émeutes, qui semblent menacer de façon récurrente la principale autorité à Rome, le préfet de la ville, que lorsqu'elles revêtent une portée particulière, par l'atteinte directe à l'autorité impériale, la gravité des faits et l'ampleur de la répression, ou quand Ammien Marcellin cherche à mettre en évidence le courage de certains préfets. Ainsi, Léontius, aux années 356-357, qui par sa fermeté mit fin à un début de sédition. En revanche, l'administration du vicaire Artemius,
qui remplaça le préfet de la ville Iunius Bassus après son décès en 359, rencontra des difficultés. Toutefois, on n'en saura pas plus car, écrit Ammien, son administration eut à supporter des séditions violentes, mais ne présenta rien de mémorable et qui mérite d'être rapporté. Grand 17, 11, 5 pour la source. Pour plus de la moitié des préfets de la ville qu'il évoque, il ne parle d'aucun désordre. Le préfet de la ville disposait d'un office urbain, qui remplaça la garnison après 312. Dans la seconde moitié du IVe siècle, ses membres, les officiales, sont seuls mentionnés dans les opérations de maintien de l'ordre. La sécurité du préfet était assurée par des nomenclateurs. Les vigiles furent remplacés par des membres de certains collèges professionnels, comme cela est attesté dans d'autres villes de l'Empire dès le IIe siècle. Les structures municipales, des curateurs de légion et des magistrats de quartier subsistaient et servaient de support aux nouveaux groupes appelés à maintenir l'ordre. Comme aux époques précédentes, le souci de la sécurité, que ce soit sur le plan matériel, un approvisionnement sûr en denrées, blé, mais aussi vin et huile, une fiscalité mesurée, ou sur celui de la justice, restait un moteur essentiel des manifestations populaires, que ce soit à Rome ou dans les autres villes de l'Empire. S'y ajoutent des tensions religieuses croissantes. Grand 3, contestation religieuse et politique au IVe siècle. Grand A, des tensions religieuses croissantes. Les tensions entre communautés se revendiquant de religions différentes mirent, dès le IIe siècle, les chrétiens au cœur des problèmes d'ordre public. Les poursuites peuvent être engagées par les autorités municipales et provinciales à la suite d'une forte pression populaire, comme le montre l'épisode des municipales et provinciales à la suite d'une forte pression populaire, comme le montre l'épisode des martyrs de Lyon en 177, connu par l'histoire ecclésiastique de l'évêque Eusèbe de Césarée. Comme à Smyrne, en 155 ou à Alexandrie en 249. Les violences contre les chrétiens peuvent être comprises comme la volonté d'éliminer un élément perturbateur au sein de la communauté civique. Ce ne sont pas les émeutiers qui sont en but aux poursuites, mais bien les chrétiens. Avec les mesures de Valérien en 257-260, puis des tétrarques en 303-311, les structures même de l'Église furent systématiquement visées, et l'implication de la foule dans des manifestations contre les chrétiens sembla s'atténuer. L'importance croissante des communautés chrétiennes rendit également sensible un problème nouveau, les dissensions au sein de ces mêmes communautés, qui nécessitaient, parfois, l'intervention des autorités, une fois le christianisme légalisé par Constantin et les empereurs devenus chrétiens. À la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, les luttes pour la maîtrise de l'espace urbain, notamment les basiliques, comme en témoignent les troubles entre partisans des évêques Damas et Ursinus à Rome en 366, et l'encadrement de la population, firent de l'évêque une figure centrale, sans pour autant qu'il soit investi d'une autorité officielle dans la gestion de l'ordre public. Le meilleur exemple en est sans doute Ambroise, évêque de Milan de 374 à 397. Issu de l'aristocratie romaine, il fut responsable de l'ordre public en tant que gouverneur, avant d'occuper le siège épiscopal de la résidence impériale. Devenu évêque, il fut amené à justifier certains désordres par la volonté de faire triompher la foi catholique. Que ce soit lors du conflit des basiliques à Milan en 386 ou en 388 lors de l'affaire de Callinicum au bord de l'Euphrate, l'incendie d'une synagogue par les fidèles catholiques que l'empereur ordonne à l'évêque de reconstruire. Dans la lettre 74 au sujet de cette affaire, il écrivit ainsi que « Les évêques modèrent les foules, veillent à la paix, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes provoqués par une offensive envers Dieu ou par un affront à l'Église. » Pour Ambroise, la religion devait prévaloir sur l'ordre public. Il développa l'idée d'une résistance passive non violente lors du conflit des basiliques. Le perturbateur n'était plus l'évêque, accusé de susciter la sédition en refusant d'obéir à l'ordre impérial, de rétrocéder une basilique aux Ariens, mais bien l'empereur qui, lui, menaçait de la force publique. L'évêque pouvait être lui-même victime des émeutiers. En 361, Georges, évêque arien d'Alexandrie en remplacement du Nicéen Athanase, fut emprisonné après l'annonce de la mort de Constance II. Déjà en butte aux violences populaires pendant son épiscopat, en raison de sa politique agressive contre les polythéistes et les Nicéens, il fut tiré de sa prison et lynché avec 2 administrateurs déchus. L'empereur Julien, dans les lettres 10, proche de Georges, réprimanda les Alexandrins pour ne pas avoir confié son châtiment à la justice impériale. Voir à ce propos l'étude de Sylvain d'Estéphane. Grand B, contestation du pouvoir impérial et répression. Antioche 387 et Thessalonique 390. À Antioche en 387, les statues de bronze de la famille impériale furent mises en pièces, ce qui constituait un crime de lèse-majesté. Le motif de l'émeute était fiscal.
un nouvel impôt contesté par les notables antiochiens, suivi par la population ameutée, qui finit par s'en prendre aux effigies peintes et aux statues de Théodose Ier et de sa famille. L'affaire est exceptionnelle par le dossier documentaire qui nous l'a fait connaître. 5 discours du célèbre orateur d'Antioche, Libanius, et 24 homélies de Jean Chrysostome. L'émeute, assez classique quant à sa motivation et à son déroulement, entraîna des exécutions et de premières sanctions impériales à l'encontre de la cité, qui perdit au moins son statut de métropole de l'Orient et de capitale de la province de Syrie. Les élites fuirent, par peur d'une répression plus forte. Toutefois, l'empereur finit par pardonner, suivant la philanthropia, une clémence suscitée par l'intervention des Antiochiens de la cour et d'envoyés de la cité, notamment l'évêque Flavien. Et il n'en fut pas de même lors de la répression de l'émeute de Thessalonique en 390. Théodose Ier réagit au lynchage de Go-Butéric, commandant de la garnison de cette ville stratégique des Balkans, à la suite de l'arrestation d'un cocher accusé de sodomie, un crime passible du bûcher. Les troupes envoyées auraient fait 7000 victimes de façon indifférenciée. La réprobation devant cette répression fut générale, et Ambroise de Milan s'en fit le porte-voix. Il réprimanda l'empereur pour cette colère incontrôlée et irraisonnée, jusqu'à prononcer son excommunication et lui imposer une pénitence publique. Constantinople connaît une situation particulière à partir du moment où son statut et son administration sont calqués sur ceux de Rome. Instauration d'une annone en 342, création d'un sénat vers 351 et d'un préfet de la ville en 359. Au début du 5e siècle, devenue capitale impériale de l'Orient romain, elle est le théâtre de manifestations violentes liées à des luttes de pouvoir au sein de la cour impériale, notamment contre le Go Gainas en 400, puis en 403 contre l'évêque Jean Chrysostome. Ces exemples focalisent l'attention sur l'autorité impériale, que les manifestations mettent directement en jeu. En fait, tout dépendait de la situation locale et de la capacité des élites à assumer un certain équilibre au sein de la cité. Pour les notables municipaux, une émeute constituait un danger permanent de voir remise en question leur attitude à bien gérer la communauté. Les motifs de mobilisation populaire étaient liés à un sentiment de précarisation et d'accaparement des ressources par une aristocratie détenant pouvoir et richesse, au refus d'un arbitraire, notamment dans le domaine juridique, enfin à la revendication ou la défense, sur le plan religieux, de ce qui semblait essentiel à tel ou tel groupe. J.C. Magalhaes de Oliveira a souligné la nécessité de réévaluer ces mouvements collectifs et de les interpréter comme des éléments d'un dialogue renouvelé entre populations et autorités dans l'Antiquité tardive. Conclusion. Au stéréotype du bon gouvernant, tel le prince citoyen, qui sait asseoir son autorité et prévenir tout désordre, répond celui d'un peuple instable et manipulable, qu'il convient de surveiller, d'apaiser ou de réprimer par la force publique. Les manifestations collectives représentaient au mieux la phase critique d'un échange régulier entre les autorités et la population, au pire un moment d'une violence difficilement contenue. Les émeutes, telles qu'elles sont connues par les sources littéraires, constituent ainsi une sorte de fil rouge qui permet de comprendre les mutations du pouvoir et la recomposition des équilibres au sein de l'Empire, sur un arc chronologique large. Chapitre 2. Le maintien de l'ordre dans les campagnes et les révoltes rurales dans l'Empire romain de Trajan à 410, par Bruno Potier. Dès l'époque d'Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, le maintien de l'ordre dans les campagnes, notamment par la lutte contre les bandits, en latin latrones, a constitué avec la répression des troubles urbains le versant interne de la paix impériale qui justifiait le nouveau régime politique. Pourtant, des écrivains du Haut-Empire ont considéré que les brigands étaient omniprésents, ce qui supposerait un échec de l'action impériale en ce domaine. Voir B. Shaw. Le roman d'Apulée, Les Métamorphoses, qui date des années 170, met en scène de nombreuses attaques de brigands contre des voyageurs et des demeures suburbaines de notables dans une Grèce imaginaire, susceptible de correspondre à n'importe quelle province de l'Empire. Au début du IIe siècle, Pline le Jeune évoque la disparition d'un chevalier, pourtant forcément accompagné d'une escorte, près de Rome, le centre de l'Empire, dans Lettres, grand 6, 25. Grand 1 du Haut-Empire à la crise du IIIe siècle. A. L'investissement des gouverneurs dans la lutte contre la criminalité sous les Antonins et les Sévères. Les bandits, notamment les chefs de bande, étaient supposés par défaut être des meurtriers, et étaient punis par la crucifixion, parfois sur les lieux de leurs crimes, ou en étant livrés aux bêtes dans les amphithéâtres, soit ad bestias. Marc Aurèle, de 161 à 180, pour les années de son règne, a enlevé en 169, dans un contexte de crise militaire,
aux bandits manifestes et aux organisateurs de sédition ou de factions politiques le droit de faire appel à leur condamnation par un gouverneur. Digesté 28.369 pour la source. Cette exception juridique était justifiée par la nature politique des crimes. Les bandits étaient passibles du crime de majestas, soit de lèse-majesté. Or, les Antonins, de 96 à 192, ont attribué au gouverneur une nouvelle mission, la répression de la criminalité quotidienne, en la légitimant par la lutte nécessaire contre les bandits. Ceci a justifié une extension de l'intervention de l'État dans les provinces. Deux juristes de l'époque des Sévères, de 193 à 235, Ulpien et Marcien, ont ainsi rappelé des décisions impériales anciennes, imposant aux gouverneurs d'arrêter les latrones, les pilleurs de temples, les coupables d'enlèvement et, de manière générale, tous les auteurs de vols aggravés en les assimilant aux brigands véritables. Digesté grand 1, 18-13 et 48-13-4-2. Septime Sévère a ainsi mis en avant comme thème politique sa supposée lutte acharnée contre les brigands. Dans Histoire Auguste, Sévère, grand 18-6. Ces nouvelles missions reposaient sur un concept embryonnaire d'ordre public au nom de la quies, ou tranquillitas publica, la paix publique. La nouvelle procédure de la cognitio extra ordinem a permis au gouverneur de lancer, pour ces crimes, des procès pénaux sans plainte de particulier. Un système de pénalité graduée, allant jusqu'à la condamnation à mort ou aux travaux forcés dans les mines, a été précisé par les Antonins et les Sévères, pour divers types de vols aggravés, tels les cambriolages, les vols de troupeaux et les attaques de voyageurs. Les peines dépendaient des circonstances du crime, comme le lieu, l'objet volé et l'usage de la violence. Une lettre d'Adrien, 117 à 138 pour son règne, en réponse à une requête du Conseil provincial de Bétique relative au vol de bétail, montre que les peines pouvaient être majorées si un crime était fréquent et menaçait les activités économiques. Digesté 47, 14-1 pour la source. Grand B, une mission partagée entre l'Empire et les cités. Ce partage des responsabilités administratives est typique du Haut Empire. L'investissement impérial a été progressif, mais limité. Auguste et Tibère, de 14 à 37, ont mis en place, sur certains carrefours routiers d'Italie, des postes de surveillance, les stationes, formés de soldats prétoriens. Ils ont été généralisés au IIe siècle dans les provinces, même s'ils semblent être restés peu nombreux. Tertullien, dans Apologétique grand de 8, a affirmé sous les Sévères que dans chaque province, des soldats étaient tirés au sort pour pourchasser les brigands. Cependant, les soldats, stationari, avaient surtout pour mission de surveiller le trafic des personnes et des marchandises, de prélever des taxes et de faciliter le système de transport impérial, la vehiculatio, devenu au bas empire le cursus publicus. Ils étaient donc peu disponibles pour la recherche de criminels. Leur efficacité en cette tâche a sans doute été surestimée par Christopher Furman. De nombreuses passions de martyrs évoquent cependant l'arrestation par eux de chrétiens lors de persécutions. Ils rendaient aussi des services aux provinciaux. Ils pouvaient ainsi être sollicités par un particulier pour capturer un esclave fugitif. Dans Digesté, grand 11, 4-1. Trajan a d'ailleurs considéré que l'attribution d'un centurion à la cité de Byzance constituait un privilège impérial exceptionnel, car il pouvait transmettre des plaintes contre des abus de l'administration impériale. Selon Pline le Jeune, dans les lettres 10 77-78, ils ont cependant eux-mêmes commis de nombreux abus. L'empereur Commode a ainsi statué vers 183 en faveur des paysans du Saltus Burunitanus en Afrique proconsulaire, qui s'étaient plaints des redevances exagérées imposées par le procurateur dont dépendait ce domaine impérial et des violences illégales commises par des soldats sur son ordre. Commode s'est ainsi mis en scène comme le protecteur de ces paysans, qui étaient citoyens romains, et le seul recours contre les abus de sa propre administration. Corpus Inscriptionum Latinarum, grand 8, 10 570. Un préfet d'Égypte a intenté un procès en 207 contre un décurion militaire pour avoir arrêté illégalement de nombreux innocents, les accusant à tort d'être des bandits. Il a dénoncé sa connivence avec des notables du village dans lequel il était stationné. Samuel Buck, grand 16, 12 949. Constantin, de 306 à 337 pour le rappel des années de son règne, a condamné sévèrement entre 315 et 321 les stationnarii d'Afrique du Nord qui y auraient emprisonné illégalement des personnes, perçu des taxes exagérées et réquisitionné des muletiers. Code Théodosien, grand 4, 13, 3. Et
grand 8, 4, 2. L'Égypte a constitué un cas particulier, car elle a connu une municipalisation tardive sous Septime Sévère. Des notables villageois ont dû assurer des fonctions de police sous forme de liturgie, c'est-à-dire de services publics obligatoires financés sur leurs revenus. Cependant, ils ont été appuyés par de nombreux centurions et décurions militaires installés dans les campagnes pour lutter contre les brigands et appuyer l'administration civile du préfet d'Égypte. La documentation papyrologique conserve un grand nombre de plaintes de particuliers pour des questions de fiscalité et de criminalité, notamment pour des cambriolages et des attaques avec violence qui leur ont été adressées. Or, les plaignants ont fréquemment tenté d'intéresser ces officiers à leur cas en présentant leurs agresseurs comme des brigands, même s'il s'agissait de voisins. Ils se sont donc approprié la rhétorique impériale de la lutte contre les bandits au service de leurs propres intérêts judiciaires. L'État impérial pouvait justifier sa présence dans les campagnes égyptiennes et sa fiscalité parfois pesante, notamment par la répression de la criminalité. Les plaintes de particuliers dénonçant des attaques de bandes armées étaient cependant très rares. Les stéréotypes littéraires contre les Égyptiens, supposés avoir une vocation pour le banditisme, doivent donc être relativisés. L'investissement des cités dans la lutte contre la criminalité rurale a été faible en Occident, à l'exception des praefecti arcendiis latrocinis, préfets luttant contre le banditisme, attestés dans 2 cités gauloises. En revanche, les cités grecques, surtout en Asie mineure, se sont investies dans cette mission à connotation militaire. Elle leur permettait d'exalter la nostalgie de leur indépendance passée, comme le montre la persistance de la magistrature de stratèges devenue obsolète. Les papyrus municipaux, présents dès l'époque hellénistique, ont été de plus en plus concurrencés à partir du IIe siècle par une nouvelle institution, celle des Irénarques, qui a été diffusée par les Antonins. Son nom même évoque en effet la paix impériale, et Irénée en grec. Un rescrit d'Adrien de 135-136 a cependant imposé au gouverneur de ne pas se fier aux interrogatoires de bandits réalisés par les Irénarques, car ils pouvaient arrêter abusivement des innocents. Digesté 48-3-6. Le rhéteur Aelius Aristide a tenté vers 153 de se faire exempter de cette fonction par un procès devant le proconsul d'Asie. Selon lui, les gouverneurs choisissaient chaque irénarque sur une liste des 10 notables les plus importants d'une cité. Cette fonction impériale était aussi, comme Cédric Brélaz l'a remarqué, une magistrature municipale et une liturgie. Un riche notable pouvait en effet augmenter à ses frais la troupe de policiers municipaux, les diogmites, fournis par la cité, en plus des associations aristocratiques de jeunesse liées au gymnase, les phébis. La forte connotation militaire de cette fonction est montée par une inscription d'Aïsanoi, en Phrygie, dans laquelle un notable local se vante d'avoir fourni à ses frais un diogmite à Marc Aurèle pour ses campagnes germaniques. Ogis 511 pour la source. Certaines institutions fédérales, comme le Conseil provincial, réunissant les cités de Lycie, avaient aussi des institutions de police, les archiphylaques. L'empereur Commode a confirmé en 190 l'obtention par la cité de Boudon d'une voix supplémentaire pour les votes de ce conseil provincial, pour l'honorer d'avoir repoussé courageusement des bandits. Année épigraphique 1979-624. Il s'agissait probablement d'un conflit entre cette cité et des villages de son arrière-pays montagneux, un problème récurrent en Anatolie. Les Irénarques avaient pour mission d'assurer le contrôle parfois difficile de ces territoires. Grand C, crises impériales et troubles ruraux, de Marc Aurèle à Dioclétien. La crise militaire du règne de Marc Aurèle a causé des troubles dans les provinces. Un procurateur équestre, centenaire, a ainsi été envoyé en 176 pour réprimer avec des détachements de troupes, les Vexationes, les agissements des bandits briséens entre la Thrace et la Macédoine. Il s'agissait probablement d'une révolte contre la pratique de recrutement militaire forcé au sein de ce peuple. Année épigraphique 1956-124. Dion Cassius, 71-4, rapporte la révolte en Égypte en 172 des Boukouloi, les bouviers des marais du delta du Nil. Conduits par le prêtre Isidoros, ils auraient tué et même dévoré des centurions qui les rançonnaient. Cette révolte s'est étendue à toute l'Égypte et a même menacé Alexandrie, avant d'être réprimée par Avidius Cassius. Elle a beaucoup inspiré les romanciers grecs contemporains comme Achille Tatius, qui ont présenté les Boukouloi
comme d'éternels rebelles protégés par leurs marais inaccessibles. Les Boukoloi auraient pratiqué des sacrifices humains, ce qui illustrait leur caractère barbare. Un papyrus contemporain, P. Tmuis I, permet de douter de l'existence d'une telle zone hors la loi, non loin d'Alexandrie. Il montre que la rigueur fiscale impériale ainsi que l'épidémie de peste contemporaine ont causé une fuite massive, l'anachorèse, des paysans du delta à partir de 166, ainsi que des conflits armés entre certains villages de cette région. Cette révolte semble donc avoir eu des causes conjoncturelles. La tendance des auteurs antiques à expliquer banditismes et révoltes rurales par le caractère barbare de certains peuples, comme les Boukoloi, doit donc être contestée. Les développements consacrés à des bandits célèbres contemporains étaient souvent aussi de fortes connotations politiques, voire T. Grunwald. Dion Cassius, 76-10, évoque les exploits d'un bandit italien, Bulla Félix, qui aurait formé entre 206 et 207 une bande de 600 hommes et rançonné les voyageurs entre Rome et Brindisi. Ce bandit chevaleresque, généreux et audacieux, aurait bénéficié de complicité et critiqué Septime Sévère et son préfet du prétoire, Papinien. Sa bande aurait compté de nombreux esclaves et affranchis impériaux mal nourris. Dion Cassius semble avoir développé cette histoire pour critiquer cet empereur, parvenu au pouvoir par la force lors d'une guerre civile et qu'il jugeait tyrannique. La confrontation d'un souverain avec un bandit constituait un ancien thème philosophique grec réutilisé notamment par Cicéron et plus tard Augustin d'Hippone pour discuter du concept de légitimité politique. Les exploits de Bulla Félix sont probablement liés à une activité économique importante, la transhumance des moutons en Italie du Sud, qui a engendré une forte criminalité rurale depuis l'époque de la République. L'inscription de Saepinum de 172 dans Corpus Inscriptionum Latinarum, Grand 9 2438, contient une lettre de deux préfets du prétoire ordonnant aux stationnari et magistrats municipaux de cette cité et de celle de Bovianum de libérer des bergers de troupeaux impériaux qu'ils avaient arrêtés. Ceux-ci auraient été accusés à tort d'héberger des esclaves fugitifs et d'avoir volé des chevaux. L'arbitrage de ces préfets qui ne semblent pas avoir mené de véritable enquête a donc privilégié les intérêts économiques de l'État dans le contexte de la crise militaire du règne de Marc Aurèle sur la lutte contre la criminalité. En fait, Bulla Félix pourrait avoir été un prétorien stationnarius qui aurait déserté et rassemblé des bergers impériaux fugitifs. Dion Cassius, dans le 76-2, a affirmé que Septime Sévère, en supprimant en 193 le monopole des Italiens dans le recrutement des cohortes prétoriennes, aurait réduit ceux-ci à devenir gladiateurs ou brigands pour assurer leur subsistance. Il a ainsi tenté une explication socio-économique des exploits d'un bandit, ce qui est exceptionnel dans la littérature impériale. Les révoltes rurales ont été rares sous l'Empire. Les bagaudes gaulois, de 285 à 286, ont donc fait l'objet de multiples interprétations, reposant sur des sources contradictoires. L'historien Aurelius Victor affirme que les bagaudes auraient été des paysans et des bandits rassemblés par deux chefs, Aelianus et Amandus, qu'ils présentent comme de quasi-usurpateurs. Ils auraient dévasté villes et campagnes en Gaule. Cependant, Eutrope évoque plutôt une révolte de paysans qui se serait donné le nom de bagaudes, d'origine celte, qui semble avoir eu une connotation militaire valorisante. De plus, le rhéteur Mamertin, dans son panégyrique de 289 de l'empereur Maximien, de 286 à 305 pour le rappel des années du règne de Maximien, qui les a réprimés, les a présentés comme des paysans pris de folie car désireux de devenir soldats, dans les panégyriques latins, Grand 10, 4. Il semble faire allusion à des milices paysannes formées pour lutter contre les Germains, qui avaient notamment dévasté la Gaule en 276. Elles pourraient avoir été créées par des notables urbains à partir des organisations civiques de jeunesse, les Juvenes. Certaines de ces milices ont cependant pu se rebeller. L'échec des usurpations en Gaule entre 260 et 274 et en 280, puis le départ de Carin et de son armée de Gaule en 285 ont pu convaincre des paysans qu'ils devaient se substituer à un État et à des soldats défaillants. Selon une inscription d'Augsbourg, des milices locales, les populares, ont appuyé dès 260 les troupes de l'usurpateur posthume contre des barbares revenant d'une opération de pillage en Italie, dans Année épigraphique 1993-1231. Un notable ménapien, Carausius, a aidé Maximien à réprimer les bagaudes avant d'usurper l'Empire en Gaule et en Bretagne.
Il a lui-même organisé une milice navale formée de marchands gaulois contre la piraterie franque, dans les panégyriques latins Grand 8, 12. Un éphémère usurpateur lié à la dynastie des Sévères, Uranius Antoninus, a de même repoussé les Perses de Syrie en 253 grâce à des milices paysannes. Les populations rurales se sont donc impliquées dans la défense de l'Empire. Grand 2. Les mutations des 4e et 5e siècles. Grand A. Une nouvelle politique reposant sur la mobilisation des propriétaires terriens. Le thème du bandit a pris une importance symbolique accrue au IVe siècle. Un projet de réforme anonyme, adressé probablement vers 369 à l'empereur Valentinien Ier, de 364 à 375 pour le rappel des années de son règne, ou à son frère Valence, de 364 à 378, le De Rebus Bellicis, offre une analyse socio-économique originale. Il critique les réformes monétaires de Constantin, qui auraient réduit les humbles, les humiliores, à la pauvreté. Ils seraient devenus bandits par haine des riches et auraient même soutenu des usurpateurs. Les bandits étaient en effet supposés former une sorte d'armée de réserve, disponible pour tous les factieux, tel l'usurpateur Népotien à Rome en 350. Le IVe siècle a été marqué par une législation originale contre la criminalité rurale basée sur le principe de responsabilité collective. Valentinien Ier a interdit entre 364 et 365 le port d'armes et l'usage d'un cheval aux humbles dans une partie de l'Italie, sous peine d'être condamné comme voleur de bétail. La corporation des marchands de porc travaillant pour l'Annone de Rome, la Suarii, a cependant obtenu une exemption, à condition qu'il soit tenu pour responsable des crimes commis dans les régions qu'il traversait. Code théodosien, Grand 9, 30. D'autre part, de nombreuses lois de Valentinien Ier et Théodose Ier, de 379 à 395 pour les années de Théodose Ier, ont condamné à la confiscation de leurs domaines et à des sanctions pénales les propriétaires terriens et leurs intendants qui ne livraient pas les déserteurs et les brigands présents sur ceux-ci. Code théodosien, Grand 7, 18 et Grand 9, 29. Il devait d'ailleurs, depuis Dioclétien, 284-305, assurer une autre mission publique, la levée des impôts dus par les paysans locataires de leurs terres, les colonies. La plupart des déserteurs en question étaient probablement des colonies qui refusaient le service militaire au titre de l'impôt sur les recrues, créé par le même Dioclétien, et revenaient illégalement sur le domaine de leur ancien maître. Gratien de 375-383 et Théodose Ier ont puni de la même manière les propriétaires qui ne supprimaient pas les rites païens ou hérétiques sur leur domaine. Code théodosien, Grand 16, le 5-4 et le 10-12. Les gouverneurs et leurs bureaux ont ainsi été rendus responsables pour leur négligence, assimilée à une complicité passive, dans la recherche de ces crimes et criminels. Ces lois ont donc transformé en obligation légale le contrôle social exercé habituellement sur leurs paysans par les propriétaires terriens, supposés devenir les auxiliaires de l'État. La répression des émeutes urbaines, comme celle d'Antioche en Syrie de 387 ou de Calama en Numidie de 408, a d'ailleurs aussi reposé sur le principe de responsabilité collective, dans ce cas des conseils municipaux. Théodose Ier a aussi mobilisé en 392 les défenseurs de cité, une fonction rénovée par Valentinien Ier, dans la lutte contre les bandits, dans le Code théodosien Grand 1, 29-8. Le choix de ces fonctionnaires, qui ont reçu des pouvoirs judiciaires, dénote une méfiance croissante de l'État envers les magistrats municipaux. Il n'est donc pas étonnant qu'une loi de Théodose II, 408 à 450, de 409, le Code théodosien Grand 12, 14-1, ait supprimé les irénarques, au moins temporairement, en confiant leur mission à de riches notables locaux. Elle dénote la transition, très progressive à partir du 5e siècle, vers un gouvernement des cités dit post-curial, dans lequel les magistrats civiques et les curiales ont été concurrencés par de puissants notables et par un clergé. Une loi d'Honorius, 395 à 423 pour son règne, la loi datant de 409, voire dans le Code Justinien Grand 1, 55-8, a même permis la désignation des défenseurs de chaque cité par le clergé catholique, les sénateurs et les chevaliers, les honorati, ainsi que les propriétaires terriens et les décuriaux sous réserve de confirmation par un préfet du prétoire. Il s'agit de la première occurrence de l'attribution par l'État d'un rôle au clergé dans la désignation à des fonctions publiques. Cependant, cette loi était probablement temporaire et relative à l'Afrique du Nord, qui était marquée à cette époque par des attaques fréquentes de donatistes et de païens contre des prêtres catholiques. Grand B, des circoncellions d'Afrique du Nord. L'évêque catholique Opta de Milève
affirme que des circoncellions menés par deux hommes, Axido et Phasir, qui se faisaient appeler chefs des saints, auraient terrorisé dans les années 330 ou 340 les propriétaires terriens de Numidie. Ils leur auraient imposé par lettre de supprimer des quittances de dettes sous menaces violentes. Ils auraient aussi humilié publiquement les propriétaires d'esclaves, cependant sans tuer aucun d'entre eux. Les circoncellions usaient de bâtons qu'ils nommaient Israël, sans doute pour justifier leur emploi de la force pour imposer leur conception d'une société juste et chrétienne. Ils pratiquaient un vagabondage religieux en Afrique, en s'astreignant à une forme d'ascétisme. Ils refusaient le nom dévalorisant de circoncilion, et s'appelaient eux-mêmes confessores agonistici, aspirant au martyr et combattant de la foi, voire des potiers. Ils appartenaient au schisme donatiste qui a divisé les chrétiens africains à partir de 306-312 et a été caractérisé par une survalorisation du martyr, y compris volontaire. Optat de Milève et l'évêque Augustin d'Hippone ont accusé les circoncellions d'être des bandits. Ils ont d'ailleurs été massacrés par l'armée, à l'époque d'Axido et Phasir, à Octava en Numidie, puis à Bagaï, dans cette province, lorsqu'ils ont défendu en 347 la basilique donatiste de cette cité lors de la persécution ordonnée par l'empereur Constant, 337 à 350 pour le rappel de son règne. Certains circoncellions se sont alors suicidés en se précipitant du haut de montagnes pour marquer leur refus de vivre si leur foi était persécutée. Ils ont fait subir à partir de 403 de graves violences, notamment par lapidation, à des prêtres donatistes convertis au catholicisme qu'ils accusaient d'être des traîtres. Augustin d'Hippone a dénoncé ces violences auprès de l'empereur Honorius, ce qui a conduit celui-ci à interdire en 405 le donatisme en tant que mouvement hérétique et séditieux. Des propriétaires terriens, tentant de convertir de force leurs colonies au catholicisme, ont été attaqués par des circoncellions en Numidie, entre 408 et 411, tandis que leurs paysans fuyaient leur domaine. La réponse impériale à ces troubles a pourtant été limitée. Une loi de 409 a mobilisé les stationnarii, les magistrats civiques, mais aussi les soldats du compte militaire d'Afrique, pour faire cesser les violences commises contre les clergés catholiques. Constitution sirmondienne, 14 pour la source. Le tribun et notaire Marcellinus a rendu en 411 les propriétaires responsables des violences commises par les circoncellions résidant sur leur domaine, conformément aux tendances juridiques déjà observées au IVe siècle. Un texte d'Augustin de 419-422 contre Gaudentius Grand 1 29-33 montre que les circoncellions survivants ont été forcés de devenir colonies de propriétaires terriens, et donc contribuables, même s'ils ont conservé un mode de vie ascétique. Ce mouvement illustre les potentialités de contestation sociales et religieuses liées à la christianisation des campagnes d'Afrique du Nord. Grand C. Des tensions croissantes entre villes et campagnes en Orient. Selon le rhéteur païen Libanius, sa cité d'Antioche, métropole de Syrie, aurait été quasiment assiégée par les brigands de son territoire vers 387. Il semble avoir exagéré ce danger, pour inciter les décurions de sa cité à ne pas se faire exempter de la fonction d'irénophylacque, qu'il assimile pourtant à une liturgie peu coûteuse. Cependant, ceci semble aussi dénoter une situation conflictuelle entre Antioche et les grandes villes, les métrocomiaï, largement autonomes de son territoire. Certains n'hésitaient pas à recourir au patronage de militaires locaux pour échapper à des impôts de plus en plus pesants, ce que Libanius a dénoncé dans Discours 47. L'historien Amien Marcelin, Grand 28-2, a évoqué les exploits des Marathos-Coupreni, qui n'ont pas hésité à entrer dans la cité d'Apamé, en Syrie, déguisés comme membres de la suite d'un fonctionnaire fiscal, Rationalis, pour rançonner les notables locaux. Ils inversaient ainsi les rapports traditionnels de domination entre villes et campagnes. L'empereur Valens, présent alors à Antioche, fit alors raser en 369 leur village de montagne proche d'Apamé. L'Isaurie, région des montagnes de Taurus, au sud-est de l'Anatolie, a été marquée depuis l'époque hellénistique par un banditisme endémique envers les villes et villages de plaine et de Cilicie. Cette région à forte économie pastorale a été largement pacifiée au Haut Empire, notamment par la création de cités et sa participation au recrutement de l'armée romaine. Voir N. Lenski. Les invasions du IIIe siècle ont cependant causé des troubles localement, comme la révolte de la cité de Kremna en Pisidie en 278. Elle a été reprise par un dux romain avec l'aide de milices locales menées par Aurelius Hermaeus, le chef d'un village de montagne de la cité de Thermessus. Il a été célébré par cette cité comme un chasseur de brigands et un protecteur de la paix.
Ceci montre encore une fois l'utilisation de milices locales lors de la crise du IIIe siècle. Cependant, la loyauté de ces chefs de village n'était pas toujours évidente, comme le montre le cas de l'Isourie au IVe siècle. Ammien Marcellin, dans Grand 14.2, affirme en effet que les Isauriens sont passés de raids fréquents à une véritable guerre contre l'Empire en 354, en assiégeant la capitale provinciale, Séleucie, pourtant défendue par 3 légions. Cette révolte exceptionnelle doit être différenciée des raids limités de pillage de 359, 368 et 377. Amiens avance 2 de ses causes. Tout d'abord l'exposition aux bêtes, à Iconium, de 2 Isauriens, qui auraient été contraires à la coutume. Ceux-ci étaient donc probablement des décurions de cités isauriennes. Or, Amiens 27.9 évoque le rôle central tenu par la cité de Germanicopolis dans les troubles isauriens. La révolte de 354 a donc probablement mobilisé tant les campagnes que certaines cités d'Isaurie, ce qui a pu favoriser l'émergence d'une identité ethnique distincte. Amiens explique aussi par une situation de disette en soulignant que les Isauriens voulaient s'emparer des greniers militaires. L'émigration massive d'Isauriens dans tout l'Orient romain du IVe au VIe siècle, notamment comme artisans, semble dénoter la surpopulation de cette région pauvre. De plus, les campagnes ne bénéficiaient pas des privilèges anonaires des cités, telles les mesures exceptionnelles prises par le César Gallus à Antioche pour lutter contre la spéculation sur le blé lors de la disette de 354. L'État romain, accaparé par la défense des frontières, a plus cherché à contenir ces troubles qu'à imposer une hypothétique solution définitive. Une œuvre contemporaine, l'Histoire Auguste, conseille ainsi la déportation des Isauriens dans les plaines de Cilicie, comme l'avait tenté Pompée sous la République. Après la révolte de 354, Constance II, de 337 à 361 pour le rappel de son règne, a attribué des troupes et des pouvoirs militaires avec le titre de comte au gouverneur civil d'Isaurie, en rupture avec la séparation des pouvoirs civils et militaires imposée par son père Constantin. Cette réforme a également concerné les provinces d'Arabie, de Thébaïde en Égypte et de Tripolitaine qui étaient en revanche frontalières de l'Empire. Cependant, un vicaire d'Asie, Musonius, a été tué lors de raids isauriens en 368, alors qu'il tentait, avec une troupe de diogmites municipaux, de compenser l'inaction des soldats qui restaient souvent enfermés dans leurs forteresses. Les montagnes d'Isaurie ne sont pas devenues une région barbare autonome de l'Empire à cette époque. Cependant, Ammien Marcellin, dans 27.9, évoque en réponse à ces raids de 368 la volonté des autorités de traiter avec certains chefs isauriens par la signature de conventions de paix avec fourniture d'otages. Les Isauriens sont devenus véritablement dangereux pour l'Empire à partir de 404, en lançant des raids dans toute l'Asie mineure et la Syrie jusqu'en 408. Ils ont pu s'inspirer de la révolte de 399 des fédérés germaniques greutinges installés en Phrygie, qui avaient commis de nombreux pillages en Anatolie. Cette révolte dénotait la faiblesse de l'Empire. Les Isauriens sont ensuite entrés massivement dans l'armée impériale, notamment eux-mêmes comme fédérés. Il s'agissait du seul moyen pour eux d'exercer une influence politique collective, qui s'est concrétisée par le couronnement d'un empereur isaurien, Zénon, en 474. Conclusion. La lutte contre les brigands des campagnes a donc motivé, au Haut Empire, l'intervention croissante de l'État romain dans les provinces. Celui-ci a cependant dévolu en partie, par souci d'économie, cette mission aux cités, surtout en Orient, puis aux propriétaires terriens au IVe siècle. Les agents du maintien de l'ordre ont constitué des figures ambivalentes pour les populations rurales. Ils pouvaient leur offrir des canaux de communication avec l'administration impériale, mais se rendaient souvent coupables d'abus de pouvoir. L'Empire romain a privilégié, en effet, un modèle exclusivement urbain et civique, dans lequel les campagnes, notamment les régions montagneuses, étaient souvent perçues comme des zones dangereuses et rebelles, qui devaient être replacées par la force sous contrôle. Certains groupes de population, tels les Isauriens ou les Boucoloi, ont été ainsi considérés par les auteurs antiques comme des bandits et des révoltés par nature et par déterminisme géographique. Ils pouvaient ainsi se dispenser de chercher les motivations en réalité complexes de ces troubles. En fait, ceux-ci semblaient souvent avoir eu des causes conjoncturelles, telles les augmentations brusques des impôts, les recrutements forcés et les disettes locales. Chapitre 3. La question barbare. De l'Empire conquérant à la prise de Rome. Par Bruno Dumézil. Ouvrez les guillemets. Une rumeur effrayante nous arrive. Rome est prise. Ma voix s'étrangle et les sanglots m'interrompent tandis que je dicte ces mots. Elle est prise, cette ville qui a conquis l'univers. Fin de citation. Une lettre de saint Jérôme, écrite depuis Bethléem en 410,
témoignent de l'ampleur du choc éprouvé par le monde romain lorsque les Goths d'Alaric entrèrent dans une cité qui avait tenu à distance tous ses ennemis depuis le sac gaulois de 390 avant Jésus-Christ. Même si Rome n'était plus capitale politique en ce début du 5e siècle, même si Alaric n'était pas véritablement un étranger, puisqu'il portait un titre dans la hiérarchie militaire romaine, le choc était immense. L'Empire s'était construit sur le mythe de l'éternelle victoire sur les peuples extérieurs, et voir son cœur atteint par une armée barbare constituait un traumatisme dépassant les horreurs de la prise de la ville. Grand 1. Penser et montrer le barbare. Quelques invariants. Grand A. Barbarus. Un concept hérité. Apparu en latin bien avant l'avènement de l'Empire, le terme barbarus provenait du grec barbaros. Beaucoup des connotations attachées à ce mot restaient issues de la pensée grecque, notamment l'idée que la différence entre civilisé et non civilisé se fondait sur la langue, le comportement et le vêtement. Emprunté à Hippocrate, au 5e-4e siècle avant Jésus-Christ, la théorie des climats supposait que les formes de barbarie variaient selon les environnements. Les peuples orientaux auraient été prompts à la perfidie et la mollesse, ceux du Nord à la sauvagerie et la versatilité. Les Romains reprirent aussi l'idée que certaines pratiques cultuelles étaient associées à la barbarie. Tel était le cas des sacrifices humains, réels ou supposés, de l'aniconisme ou de l'adoration des animaux. Quelques moralistes estimaient certes que les barbares se montraient plus vertueux que les Romains, parce qu'ils vivaient loin d'un luxe vecteur de décadence, mais ce jeu d'inversion resta relativement rare. Les modèles géographiques romains, toujours centrés sur la Méditerranée, avaient tendance à présenter le barbare comme un être des marges. Cela faisait de lui un intermédiaire entre les êtres humains, qui occupaient le centre du monde, et les monstres qu'on supposait vivre sur les bords de l'océan, dans la table de Peutinger. Carte remaniée dans les derniers siècles de l'Empire. Les noms des peuples non romains se situaient aux confins du monde connu, là où il n'y a ni route, ni port, ni ville. En somme, le barbaricum, le monde des barbares, était conçu comme un espace de sauvagerie. Entre l'Empire et ses voisins, il y avait le limes. À l'origine, ce mot désignait une voie ouverte en territoire ennemi. Par habitude, les historiens l'emploient aujourd'hui pour désigner l'ensemble du dispositif de protection de l'Empire, même si généralement, les hommes de l'Antiquité ne l'utilisaient pas pour désigner une frontière linéaire. Le limes constituait plutôt un secteur militaire, dans lequel était parfois englobé l'ensemble d'une province frontalière, tournée vers des besoins de défense. La construction d'une fortification maçonnée, continue, était possible, mais elle constituait une rareté. Au nord de la Britannia romaine, l'édification du mur d'Adrien, peu après 122, et celle du mur d'Antonin le Pieux, de 139 à 142, présentèrent de ce fait une forte portée symbolique, à savoir séparer les Romains des barbares. Histoire Auguste, Adrien, Grand 11, 2 pour la source. Ailleurs, une rivière, une chaîne de montagnes ou un désert suffisaient à tracer la limite de l'Empire. Grand B, les liens entre l'Empire et le barbaricum. Si des conflits existaient avec les peuples extérieurs, Rome noua aussi des relations diplomatiques et commerciales avec la plupart de ses voisins. Parfois, les postes frontaliers ne servaient pas à verrouiller le limes, mais à contrôler les entrées d'hommes et de marchandises. Au début du IIIe siècle, les archives du fort libyen de Bouniem, dans l'arrière-pays de Lepsis Magna, montrent la vie routinière d'une garnison surveillant la circulation des populations nomades environnantes. De l'ambre, du bétail et des esclaves circulaient entre le barbaricum germanique et les provinces romaines qui, en retour, exportaient du vin et des produits artisanaux. Les peuples réputés barbares constituaient en outre un réservoir de mercenaires auquel l'Empire faisait régulièrement appel. De ce fait, les hommes qui gardaient la frontière pour le compte de Rome et ceux qui vivaient de l'autre étaient extrêmement proches, à la fois par leurs activités et par leur vie de combattants. Plus largement, la frontière constituait un lieu de transfert culturel en matière d'écriture, d'usage politique ou même de mode de consommation. Par exemple, on constate que les latroncules, jeux de société avec damiers et jetons, très appréciés par l'armée romaine, se diffusèrent au-delà du limes, chez les Pictes, les Germains et les Scandinaves. Depuis l'époque républicaine, le monde romain avait montré sa capacité à intégrer des populations étrangères. Le processus que les historiens appellent romanisation était perçu comme une sortie de la barbarie. L'octroi de la citoyenneté aux élites en constituait généralement le premier pas. Il pouvait avoir lieu avant ou après l'annexion d'un territoire. Un strict respect de la paix, voulu par l'empereur, constituait une autre condition pour qu'une population ne soit plus considérée comme barbare. D'autres signes apparaissent ensuite comme la sédentarisation, si nécessaire, l'élaboration d'un urbanisme romain, l'usage du latin ou du grec, l'abandon des vêtements indigènes, l'apprentissage de la culture classique, etc. Les populations nouvellement romaines
pouvait conserver certaines spécificités, notamment en matière de gestion interne, mais celle-ci ne devait pas être trop apparente sous peine de retomber sous l'accusation de barbarie. Grand C, les peuples étrangers dans la propagande impériale. Pour les empereurs, la présence de barbares constituait une menace, plus ou moins sensible selon les époques, mais aussi un élément de légitimité. Les vaincre ou les intégrer faisait partie de la mission de l'Empire, ainsi que le poète Virgile l'avait théorisé à l'époque d'Auguste, 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Parcere subiectis et debellare superbos, soit faire grâce à ceux qui se soumettent et abattre les rebelles. Tel était le programme de cet empire sans fin, que Jupiter aurait promis aux descendants d'Énée. Par conséquent, l'image du barbare se montrait très présente dans l'espace public romain, à travers des reliefs, des groupes statuaires et surtout des figurations monétaires. L'art hellénistique avait transmis à Rome une série de codes iconographiques permettant de montrer la victoire de la civilisation sur ses ennemis. Les lignes verticales des vainqueurs s'opposant aux obliques des vaincus. Les corps construits selon les canons de beauté classiques contrastent avec les muscles et la pilosité disproportionnée des sauvages. Tous ces éléments furent repris par la propagande impériale. On montrait tout particulièrement la déditio, la soumission d'un vaincu demandant la merci au vainqueur, la calcatio, piétinement symbolique de l'ennemi abattu, et l'exposition des prisonniers prostrés sous un trophée d'armes. Dans la ville même de Rome se déroulait la cérémonie du triomphe, réservée à l'empereur ou à un membre de la famille impériale, et des prisonniers barbares, surtout les plus importants, participaient à ce tableau vivant. Dans la ville, on pouvait voir la représentation des peuples vaincus sur les différents arcs de triomphe ainsi que sur les colonnes historiées, notamment la colonne Trajane, qui commémorait la victoire sur les Daces et celle de Marc Aurèle, 161 à 180 pour le rappel de son règne, érigée par son fils Commode, de 180 à 192, en mémoire des guerres contre les Quades et les Marcomans. En la matière, l'art impérial se montra d'une très grande stabilité. À Constantinople, une colonne historiée fut édifiée entre 402 et 408 pour commémorer la victoire d'Arcadius, 395 à 408 pour le rappel de ses années de règne, et victoire sur les Goths de Gainas. Ces éléments invariants du discours romain tentent à dissimuler l'évolution de la relation réelle. Grand II, les équilibres du IIe siècle. Grand A, Trajan le Conquérant. L'Empire n'avait jamais négligé la garde des frontières, tâche à laquelle participaient les hommes les plus ambitieux. Trajan de 98 à 117, par exemple, se trouvait à Cologne, dans la province de Germanie inférieure, lorsqu'il apprit la mort survenue le 28 janvier 98 de son père adoptif, l'empereur Nerva, 96 à 98 pour le rappel de son règne. Il dut alors son accession au pouvoir, tant à ses manœuvres au Sénat qu'à sa réputation flatteuse acquise aux confins de l'Empire. Malgré son avènement, Trajan resta pour réorganiser la défense du limes rhéno-danubien et s'y assurer la fidélité des troupes, et il ne fit son entrée à Rome qu'à l'automne 99. Cette attitude n'aurait rien d'exceptionnel. Sur la longue durée, les princes résideraient plus souvent sur les frontières que dans la vieille capitale, car la fonction impériale se définissait par la défense du sol romain contre les barbares. Bien sûr, les rites politiques ou religieux, qui ne pouvaient avoir lieu qu'à Rome, se maintinrent, mais ils perdirent assez vite leur ancienne importance. Sur le front du Danube, Trajan décida de mener des campagnes contre les Daces, résidant au nord du fleuve. À l'issue de deux guerres, en 101-102 et 105-106, il contraignit le roi Décébal au suicide et parvint à s'emparer de sa capitale, Sarmizegetusa. Deux triomphes furent célébrés à Rome, et une province de Dacie se trouva créée à l'emplacement du royaume vaincu. En Orient, Trajan annexa également en 106 le royaume nabatéen de Pétra, dont il fit la province d'Arabie. Ensuite, il déclara la guerre aux Parthes en 113. Il réussit à s'emparer de l'Arménie et de la Mésopotamie, qui furent elles aussi transformées en provinces. Lorsque Trajan se vit décerner le titre de Particus, vainqueur des Parthes, en 116, l'Empire semblait avoir repris l'offensive sur tous les fronts. Pline le Jeune, dans son panégyrique de l'empereur, affirme que désormais les barbares voient à la tête des Romains un de ces guerriers des vieux âges, auxquels des champs couverts de morts et la mer rougie du sang de l'ennemi conféraient le nom glorieux d'Imperator. Fin de citation. Grand B, gérer la grandeur, des Antonins aux Sévères. Avant même la mort de Trajan en août 117, une grande révolte juive avait agité l'Orient. Les victoires de l'Empire avaient amené en réaction un renforcement des oppositions. La rapide extension territoriale pose également le problème de la garde d'une frontière dilatée de plusieurs centaines de kilomètres. Sous le règne d'Adrien, de 117 à 138, les conquêtes s'arrêtèrent. Une paix fut négociée avec les Parthes, au prix d'un recul de la frontière sur l'Euphrate.
Adrien organisa également le renforcement du limès occidental par la construction de lignes de défense pour protéger la Britannia, la Germanie supérieure et la Rhétie. Le long règne d'Antonin le Pieux, de 138 à 161, fut à son tour marqué par un effort de stabilisation. Marc Aurèle, de 161 à 180, et Lucius Verus, de 161 à 169, durent en revanche affronter de multiples périls, notamment les Parthes en Orient, ainsi que différentes coalitions sur le limès rhéno-danubien, dont la plus dangereuse semble avoir été celle des Marcomanns. Pour la première fois, un collège impérial fut utilisé pour répondre aux besoins géopolitiques. L'existence de deux princes permettait, si nécessaire, d'autonomiser des commandements régionaux. Apparaître sur le limès restait essentiel car, en l'absence d'empereur, le contrôle des troupes et la gloire tirée de la victoire contre les barbares revenaient à ses commandants. Ceux-ci pouvaient s'en servir comme élément de légitimation. Après la mort de Pertinax, en 193, trois des principaux concurrents au trône furent Pescennius Niger, Claudius Albinus et Septime Sévère, respectivement acclamés empereurs par les légions de Syrie, de Britannia et de Pannonie. Sous le règne de Septime Sévère, de 193 à 211, le péril barbare resta contenu. Les victoires obtenues sur les Parthes, de 195 à 198, furent largement exploitées par le pouvoir. L'empereur fit notamment ériger un arc de triomphe à Rome, dont l'inscription affirmait qu'il avait agrandi l'Empire, ce qui lui donnait un surcroît de légitimité en le plaçant comme un continuateur de l'œuvre de Trajan. Quant à la campagne menée au nord de la Britannia en 208, les motivations furent sans doute multiples. Indépendamment des besoins militaires, la quête de gloire, afférente à la défense d'une province réputée menacée, ne doit pas être sous-estimée. Après une accession au pouvoir compliquée par un fratricide, Caracalla, en 211-217, développa lui aussi une propagande insistant sur les victoires obtenues contre les ennemis extérieurs, notamment contre les tribus germaniques du Rhin et contre les Parthes. Il se fit octroyer les titres de Britannicus Maximus et de Germanicus Maximus. Quant à son édit de 212, ou Constitution antonine, qui accordait la citoyenneté romaine à presque tous les habitants libres de l'Empire, ses motivations restent débattues, mais ses conséquences semblent évidentes. Cette mesure accentuait l'opposition entre les hommes vivant dans le monde romain et les peuples extérieurs. Grand 3, les troubles du IIIe siècle. Grand A, de nouveaux ennemis. En 217, la mort de Caracalla fut suivie par une inversion de la dynamique sur le front oriental, ce qui obligea le nouvel empereur, Macrin de 217-218, à acheter la paix avec les Parthes. Ce ne fut qu'un début. Pendant plus d'un demi-siècle, l'Empire accumula une série de revers sur différents théâtres d'opérations. Dans le cours des années 270, la province de Dacie, symbole des triomphes de Trajan, était devenue intenable et fut abandonnée. Si cette crise militaire ne doit pas être surévaluée, aucune province méditerranéenne ne fut perdue, son existence demeure indiscutable. Différents facteurs peuvent contribuer à l'expliquer. D'abord, l'Empire dut désormais composer avec des adversaires plus puissants que par le passé. Arrivée au pouvoir en 224, la dynastie perse des Sassanides dirigeait un vaste territoire et aspirait à une extension territoriale importante. Le contrôle du Moyen-Orient devint dès lors très concurrentiel. Des conflits violents eurent lieu à partir du règne de Sévère Alexandre, de 222 à 235, avec des séries d'attaques et de contre-attaques. L'empereur Gordien III, 238 à 244, mourut au combat, alors qu'il menait une offensive au cœur des territoires sassanides. Son successeur, Philippe l'Arabe, de 244 à 249, dut payer une somme colossale pour dégager ses forces et obtenir la paix, tout en laissant à ses ennemis les mains libres en Arménie. L'empereur Valérien, de 253 à 260, fut fait prisonnier par le roi Sapor Ier et mourut en captivité. Même si, dans l'ensemble, Rome parvint à tenir le front oriental, le coût en hommes et en argent devint sans doute considérable. Des expéditions massives visant à abattre les Sassanides furent tentées, mais elles imposaient de dégarnir les autres frontières. Par moments, Rome dut accepter des situations jusque-là inédites, comme lorsque Palmyre fédéra autour d'elle une partie de l'Orient romain pour résister aux Sassanides. Autour de 270, Rome laissa la reine Zénobie et son fils Vabalat exister en tant que pouvoir institutionnel avant de les abattre en 272, une fois la situation rétablie. Dans un même temps, le Barbaricum au nord du Danube connut des transformations sur lesquelles nous sommes mal documentés. De puissantes confédérations émergent, notamment celles des Carpes et des Goths. Ces groupes barbares se montrèrent capables de mener des raids dévastateurs sur les provinces balkaniques. En 251, l'empereur Dès mourut au combat avec son fils aîné à la bataille d'Abritus, en essayant de repousser une offensive menée par le roi goth Cniva.
La menace resta importante, jusqu'à ce que l'empereur Claude II, de 268 à 270, réussit à obtenir une victoire significative, ce qui lui valut le surnom de Gothicus. Dans l'ensemble, le but des Carpes et des Goths semble avoir été de profiter de la faiblesse de l'Empire pour mener des pillages, même s'il eut sans doute une infiltration de population dans des espaces en cours d'abandon, comme la Dacie. Entre le Rhin et le Haut-Danube, dans la région des champs d'écumates, un groupe portant le nom d'Alamans prit progressivement pied. Leur nom, Allah pour tous et Mani, les hommes, montre qu'il s'agissait d'une confédération, sans doute constituée par des chefs germaniques dynamiques, mais comprenant des individus d'origine très variés. Leur seul point commun semble avoir été une militarisation forte qui leur permettait de vivre de la prédation des ressources de l'Empire, soit comme pillards, soit comme mercenaires. À la fin du IIIe siècle, une confédération similaire s'organisa dans la basse vallée du Rhin. Elle se donna le nom de Francs, les Vaillants, et semble tout aussi composite que celle des Alamans. Les provinces alpines et gauloises subirent plusieurs raids majeurs, notamment en 260 et 276. Les dégâts, documentés par quelques textes et par des trésors de pillage, semblent importants, même s'il ne s'agissait pas d'invasions, mais de razzias, qui s'enfoncèrent parfois jusqu'en Italie ou aux Pyrénées. L'inscription d'un gouverneur de Réti signale qu'en 260, une bataille avait été remportée contre des barbares mal identifiés, des Semnons ou des Yutinges. Pour l'occasion, de nombreux captifs romains avaient été libérés, ce qui montre que les agresseurs étaient venus prendre des esclaves, sans doute pour les revendre. Les commandants qui réussissaient à arrêter ces raids en tiraient un important prestige, tel fut le cas de Posthume, qui se fit reconnaître empereur par les troupes du Rhin en 260, mais ne put ou voulut s'emparer de Rome. S'ensuivit la constitution d'une entité que la tradition appelle improprement l'Empire gaulois. Ce gouvernement romain régional produisit un monnayage extrêmement abondant, célébrant la victoire contre les barbares. Un temps toléré par le pouvoir central, faute d'autres solutions, il disparut lorsque l'empereur de Rome Aurélien mena une campagne de réunification en 274. La situation de la Britannia au IIIe siècle semble assez similaire. La province vivait sous la pression des barbares venus du nord, Pictes ou Lacédoniens, et, plus ponctuellement, d'Irlande, pour les Scots, sans compter une piraterie endémique en mer du Nord, animée par les Francs et les Saxons. Les commandants romains, qui assuraient la défense, pouvaient se transformer en usurpateurs, ce qui fut le cas de Carausius en 286 à 293. Il convient de ne pas oublier l'existence d'autres fronts actifs, quoique plus intermittents, notamment en Afrique du Nord, en Haut-Égypte et en Arabie. Comme sur le Danube et en Germanie, la menace venait de groupes mouvants, tantôt regroupés en fédérations, tantôt agissant par tribus selon les opportunités du moment. On conçoit que le pouvoir impérial romain peinait à identifier des interlocuteurs fiables, durables et représentatifs avec lesquels engager des négociations. Grand B, des invasions ou crises de transformation. La place des barbares dans les troubles du IIIe siècle a été diversement évaluée, qu'on fasse d'eux les principaux responsables de la situation ou des éléments secondaires de l'équation. Le coût de la défense des provinces avait certainement augmenté, ce qui put être un poids difficile à supporter pour le budget de l'Empire, à un moment où ce dernier se relevait d'un choc épidémique. Les conséquences économiques des guerres ne sont certainement pas à négliger, même si aucune province majeure ne fut perdue. Les barbares, dont beaucoup étaient jusque-là des épouvantails brandis par la propagande impériale, suscitèrent l'inquiétude dans la société romaine. Le pouvoir en place tenta d'y répondre en restaurant la religion traditionnelle, sous Dès, ou en se tournant vers des dieux guerriers efficaces, Sol Invictus sous Aurélien, puis Hercule à l'époque tétrarchique. Ces choix religieux, pris dans des moments d'angoisse, expliquent en partie les persécutions contre les chrétiens, jugés responsables de la désaffection des dieux traditionnels. L'ampleur de la menace barbare, réelle ou supposée, augmenta le rayonnement des commandants, ce qui contribua à accroître l'instabilité politique. Or, les fréquentes guerres civiles détournaient les meilleures troupes de la garde des frontières. Le limes se montrait poreux au moment où il avait été dégarni, ce qui invitait les barbares à se réunir en confédération pour en profiter. Beaucoup de provinces connurent des transformations. Le monde de la frontière eut tendance à s'étendre vers l'arrière. Il en résulta une militarisation d'une partie de la société. En Gaule du Nord, par exemple, l'inhumation avec armes, inconnue au IIe siècle, devient une pratique de plus en plus courante au IVe siècle, sans qu'on doive en déduire une arrivée massive de populations germaniques. Les cités qui n'avaient pas d'enceintes urbaines entreprirent d'en construire une. Rome elle-même reçut une muraille à l'époque d'Aurélien, de 270 à 275, et sur les monnaies de bronze, la ville fortifiée devint un symbole fréquent. Grand 4 de Dioclétien à Honorius, de nouvelles relations. Grand A, la stabilisation du limes.
Entre le règne de Dioclétien, de 284 à 305, et celui de Julien, de 361 à 363, la menace barbare semble avoir à nouveau été contenue. Les réformes administratives introduites par Dioclétien avaient entraîné une multiplication des provinces. L'établissement d'un collège impérial, formé de 2 Augustes et de 2 Césars, permettait d'assurer un commandement sur les principaux fronts actifs, en Britannia, sur le Rhin, sur le Danube et en Orient. Même s'il ne mit pas fin aux guerres civiles, le système politique qu'on désigne sous le nom de tétrarchie semble dans un premier temps avoir donné de bons résultats. L'armée romaine se trouva en outre réorganisée entre différents corps. Des unités fixes, les limitanei, étaient affectés à la première ou à la seconde ligne de défense contre les barbares, tandis que des troupes d'élite, les comitatus, formaient une réserve stratégique sous le commandement direct de chaque empereur. Sous la tétrarchie, d'importantes fortifications furent également érigées ou restaurées sur les points du limès les plus menacés, avec une architecture rationalisée qui permettait d'économiser les moyens humains. À la fin des années 290, le péril sassanide sembla enrayé, ce qui permit un vaste redéploiement des forces sur le front rhéno-danubien. Sous le règne de Constantin de 306 à 337, les barbares, sans cesser d'être une menace, redevinrent un moyen d'obtenir de la légitimité à moindre coût. Les éloges prononcés dans la première partie de son règne, en 307, 310, 313 et 321, panégyrique latin, grand 4, grand 6, grand 7 et grand 12 pour les sources, montrent que Constantin chercha à se construire une image de défenseur de Rome contre ses ennemis extérieurs. Il avait notamment combattu les Francs sur le Rhin, ce qui lui avait permis d'être décoré du titre de Germanicus, avant de mener campagne contre son collègue Maxence, qui régna de 306 à 312. En 313-314, l'empereur mena de nouvelles campagnes éclairs en Rhénanie. L'Arc de Triomphe qui fut érigé en son honneur par le Sénat, en 315, glorifia ses modestes succès. Plus facile à présenter au public que sa victoire sur une armée romaine à la bataille du pont Milvius. Par la suite, Constantin laissa plutôt le commandement des opérations occidentales à son fils Crispus, lui-même se concentrant sur la défense de la frontière danubienne, ce qui justifia la transformation de Constantinople en résidence principale. Grand B, barbare de l'intérieur, barbare de l'extérieur. En 332, Constantin conclut avec les barbares danubiens un feudus, un traité d'alliance, qui leur permit de résider sur le sol impérial en échange d'un service militaire. Plus largement, la fin du IIIe siècle et le début du IVe siècle ont vu se renforcer des entrées légales de populations extérieures sur le sol romain, avec des statuts variables. Outre les prisonniers de guerre, réduits en esclavage, on trouvait de plus en plus de lettes, soit des barbares qui s'étaient soumis à Rome, à qui les autorités impériales confiaient des exploitations rurales et qui devenaient une force d'appoint pour l'armée. Le nombre de mercenaires eut également tendance à augmenter. Certains d'entre eux, notamment les Francs, menèrent des carrières au plus haut niveau. Ils reçurent la citoyenneté romaine et des honneurs allant jusqu'au consulat. Dans un tel contexte, les sources deviennent difficiles à exploiter car la notion de barbare se dilue. Ce mot peut désigner un guerrier extérieur agressif, un étranger en cours de romanisation ou un commandant de l'armée romaine qui se trouve avoir des ancêtres de l'autre côté de la frontière. Magnence, qui usurpa la pourpre de 350 à 353, était ainsi né de parents barbares. Après avoir mené des campagnes sur le Rhin, pour le compte de son cousin Constance II, de 337 à 361, Julien, devenu Auguste, reprit une politique offensive en Orient. Son échec devant la capitale sassanide, Ctésiphon, suivi de peu par sa mort, mirent fin à cette expérience. Héritant d'une situation difficile, Valentinien Ier, de 364 à 375, et Valence, de 364 à 378, procédèrent à un partage opérationnel de l'Empire qui donna de bons résultats, même si les Sassanides continuèrent la lutte en raison de conflits d'intérêts persistants pour le contrôle de l'Arménie, située au croisement des deux aires d'influence. En 376, Valence négocia aussi un feudus qui permettait à une partie des Goths, les Tervinges, plus tard appelés Visigoths, de s'implanter en Thrace romaine. Toutefois, ces derniers se révoltèrent en raison des mauvaises conditions de leur installation. Valence tenta d'écraser ces fauteurs de troubles, mais périt, avec une part importante de ses troupes, à la bataille d'Andrinopole, en Thrace, en août 378. Sous son successeur, Théodose Ier, de 379 à 395 pour les années de son règne, un nouveau feudus fut passé entre Rome et les Tervinges. Fédérés et mercenaires rendirent désormais des services importants. À la bataille de Frigidus en 394, qui opposa Théodose Ier, empereur en Orient, à Eugène, usurpateur en Occident, les troupes d'élite semblent avoir été principalement barbares. Celles du Goth Gainas pour l'armée romaine venue de l'Est, celle du Franc Arbogast pour l'armée venue de l'Ouest. Grand C,
Les généraux romano-barbares, nouveaux maîtres du jeu. La mort de Théodose Ier en 395 laissa le pouvoir à deux très jeunes princes, Arcadius en 395 à 408 et Honorius en 395 à 423, qui se trouvèrent sous la tutelle de leur entourage. En Occident, le pouvoir effectif revint à Stylicon, fils de l'officier vandale. En Orient, le Goth Gaïnas concentra une puissance considérable. À terme, les deux hommes furent éliminés par des factions politiques qui les accusèrent d'avoir partie liée avec les ennemis de Rome. Au même moment, les barbares de l'extérieur reprirent leurs offensives. En 406, une grande coalition s'avança jusqu'en Italie du Nord. Au début de l'année suivante, des groupes de Vandales, de Suèves et d'Alains traversèrent le Rhin. Ceux-là ne purent être stoppés et s'enfoncèrent jusqu'en Hispanie. Parti de Britannia, l'usurpation de Constantin III, 407 à 411, vint rajouter à la confusion. De leur côté, les Goths fédérés d'Alaric estimèrent ne plus être soldés à la mesure de leur valeur. Pour retrouver une situation au sein de l'Empire d'Occident, qui ne voulait plus de lui, Alaric tenta en 409 de nommer son propre empereur, Attal. Visiblement, le roi des Goths n'avait nulle intention de détruire l'Empire, mais cherchait à s'y intégrer selon des termes qui lui seraient favorables. En 410, la prise de Rome constitua l'étape ultime d'une relation malsaine entre les fédérés en rupture de ban et l'empereur Honorius, impuissant sur le plan militaire, mais toujours maître du système fiscal. Essayant de trouver une autre voie, le successeur d'Alaric, Ataulf, épousa une sœur d'Honorius, et donna au fils né de cette union le nom de Théodose, ce qui faisait de ce petit prince romano-gothique un candidat possible à la pourpre. Il est vrai que l'empereur d'Orient Arcadius avait épousé la fille de Botho, chef franc au service de l'Empire. Né de cette union en 401, le futur Théodose II, de 408 à 450, avait des origines tout aussi mêlées. Conclusion. Au début du 5e siècle, l'opposition entre Rome et les barbares apparaît plus que jamais présente dans la législation, les discours officiels et l'iconographie impériale. Pourtant, la distinction entre les deux groupes avait perdu beaucoup de sa netteté. Le personnel militaire de l'Empire, en Occident mais aussi, dans une moindre mesure, en Orient, était désormais fourni par le groupe des combattants de la frontière, dont l'identité ethnique semble adaptable au gré des circonstances. De leur côté, la plupart des commandants d'armées barbares avaient connu une profonde romanisation. Certains, comme les Goths, s'étaient convertis au christianisme. Lorsqu'Alaric s'empara de la ville en 410, il respecta le droit d'asile des églises. Si l'élite sénatoriale se montrait très hostile aux compromissions avec les nouveaux venus, et rêvait d'une Rome inchangée parce qu'éternelle, les populations des provinces excentrées avaient vu leur mode de vie évoluer. Que l'on considère l'armement, l'alimentation, les rapports hiérarchiques, le mode de mise en valeur des terroirs, le cadre de vie, ne ressemblait déjà plus à celui du Haut-Empire, sur toute la ligne de l'ancien limès rhéno-danubien. Plutôt qu'un métissage entre la civilisation gréco-romaine et des apports germaniques, peu perceptibles à dire vrai, ce fut une profonde réorganisation des sociétés qui commença à se faire jour. Une fois encore, l'Occident y fut beaucoup plus sensible que l'Orient. En 418, un premier royaume romano-barbare apparut en Aquitaine.